Le marché boursier il est très intelligent. Pourquoi? Parce que c'est la collectivité de tout ce que le monde pense. Hein? C'est une large patinoire où que tout le monde peut jouer. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il existe certaines méthodologies en investissement qui sont primordiales si on veut évoluer. Et Sam et moi, pour les 3 prochains épisodes, on va voir 3 types d'analyses. Justement, aujourd'hui, au podcast Garde le change, on reçoit le vulgarisateur boursier Michel Villa. Salut Michel! Salut David, wow, quel bel accueil. Merci, très reconnaissant. Hey, ça fait plaisir, on est très content de te recevoir aujourd'hui au podcast. Je pense que d'entrée de jeu, là, ce serait intéressant de faire un genre de glossaire, un genre de dictionnaire là, des termes importants pour l'analyse fondamentale. Commençons avec... brièvement, là, la différence entre l'investisseur et le négociateur actif. Mais David, juste avant, Oui. Comme Michel parle beaucoup, je suggère de mettre un timer de peut-être 5 minutes Let's go! pour être sûr On fait qu'on ça. passe pas l'épisode au complet là-dessus. Parce que ça serait toujours très pertinent. Après, je vais te partir en 5 minutes. Je sais pas si c'est un compliment ou... Ah, c'est un compliment. Ouais, Parce que comme un compliment. C'est ça, Parfait, c'est bon. c'est Ça pertinent. roule. Au moins, c'est pertinent quand tu parles. Fait que c'est pas comme Sam. Top chrono. Ah! C'est pas vrai. Ouais, donc, distinguer brièvement Oui. l'investisseur et les négociateurs actifs. C'est une question d'horizon de placement. OK. Un investisseur qui est à long terme, négociateur actif, il achète et vend sur une courte période de temps parce qu'il veut bénéficier d'un certain mouvement. OK, bon, vois-tu, c'était très clair. La différence entre la gestion passive Oui. et la gestion active. Dans un premier temps, il faut définir c'est quoi un indice de référence. Un indice de référence, c'est un principal indicateur boursier d'un pays, comme par exemple le S&P 500 aux États-Unis ou le SPTSX au Canada. Ouais. À l'intérieur de chaque indice de référence, tu as des actions qui composent l'indice de référence. Quand tu fais la gestion passive, tu achètes quoi? L'indice de référence, qui est le comportement de ces actions-là. Le rendement que tu vas avoir, c'est le rendement de l'indice de référence. Gestion active, c'est quoi? Moi, je suis meilleur que le marché boursier. Je vais acheter des actions qui ne seront pas nécessairement incluses dans le S&P 500 pour mieux faire que l'indice de référence. OK. Je vais être actif pour générer un rendement supérieur. C'est ce qu'on appelle l'alpha. Gestion passive, tu ne te casses pas le basic, tu as le rendement du marché boursier. Gestion active, tu essaies de faire mieux. Peut-être parler un peu des types de comptes, là, le REER, le Oui. CELI. Oui, absolument. C'est important de comprendre que le CELI, ça prend 18 ans pour ouvrir un compte. OK. Le REER, il n'y a pas vraiment d'âge. Deuxièmement, quand tu fais une contribution REER, tu peux avoir un retour d'impôt. Tandis que dans un CELI, tu n'en as pas. À tout moment, tu peux retirer l'argent d'un CELI. Donc, c'est important que ça soit considéré comme un fonds d'urgence. Tandis qu'un REER, dès que tu sors de l'argent, tu dois payer de l'impôt. Donc, en quelque sorte, ce sont 2 véhicules qui te permettent de générer des rendements à l'abri de l'impôt. Mais il faut faire attention que quand tu rentres ou tu sors de l'argent, tu peux avoir des implications fiscales. Puis les deux, ce sont d'excellents véhicules à détenir. OK, bon, ben parfait. La sélection de stocks, de titres, as-tu des exemples? Des différences entre, exemple, le stock picking. Tu voulais donner des exemples, je sais qu'on s'en avait parlé. Oui, absolument. Alors, le stock picking, c'est vraiment se dire quelle action Ouais. devrait bien performer dans le futur selon le contexte économique. OK. Comme par exemple, si on pense qu'on va avoir une reprise économique post-COVID, quels sont les secteurs d'activité qui vont bénéficier d'un retour vers la normale? Mettons, je dis par exemple, le transport aérien. Et là, à partir de ce moment-là, tu te dis, est-ce que j'investis dans une compagnie aérienne aux États-Unis ou au Canada? Et là, à partir de ce moment-là, tu vas faire comme un arbre de décision jusqu'au jour où tu vas choisir, par exemple, Air Canada. Le stock picking, c'est vraiment l'approche entonnoir. Tu commences par qu'est-ce que l'économie va faire, c'est quoi le secteur d'activité qui va bénéficier de ça, et après ça, tu t'en vas faire la sélection du titre qui correspond le plus à tes objectifs de placement. Ça, c'est un exemple. OK, super. Est-ce que tu voulais aborder, est-ce que toi, Sam, de ton côté, d'autres termes? Ben, ou... je pense qu'on pourrait aller dans le c'est quoi l'analyse fondamentale de ce Oui. qu'on va parler aujourd'hui. Ça serait quoi ta définition? Bien, c'est un peu en lien avec le dernier point, c'est que l'analyse fondamentale, il y a 2 approches. Il y a l'approche qu'on appelle descendante, qui est comme l'entonnoir, et l'approche ascendante. L'objectif premier, c'est de se dire, est-ce que mon placement, il est surévalué ou sous-évalué? Puis l'objectif, c'est d'investir, bien sûr, dans une compagnie dont l'action est sous-évaluée. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je fais une analyse, puis je me dis, moi, ça vaut 10 $, puis tu regardes le cours de l'action, puis il est à 15 $, l'action est surévaluée.
Mais si moi, je trouve que ça vaut 10 piastres, puis que le marché dit ça vaut 5, toi, tu vas acheter l'action pour pouvoir atteindre ton prix cible de 10 piastres. Donc, comment ça fonctionne? L'approche entonnoir, c'est que tu y vas avec une perspective macroéconomique. C'est quoi les taux d'intérêt, le taux d'inflation, le pétrole il est où, l'or s'en va où? Et là, tu te fais un portrait qui est vraiment macroéconomique. Donc, tout indicateur qui est en lien avec l'économie, comme le taux de chômage, par exemple. Par la suite, tu as un portrait, puis tu dis quels sont les secteurs d'activité qui vont bénéficier de ça. Donc, on est-tu dans un environnement de hausse de taux d'intérêt ou de taux d'intérêt à la baisse? Puis certains secteurs d'activité vont varier en fonction de ton environnement. Et là, par la suite, tu vas choisir ton titre. Hein? Un peu comme tu parlais tantôt, la sélection de titres ou le stock picking. L'approche ascendante, c'est l'approche Warren Buffett. Lui, il se fout complètement de ce que fait l'économie puis le secteur d'activité. Lui, il veut acheter la meilleure action possible. D'ailleurs, je pense que c'est Warren qui essaie de m'appeler. La partie du glossaire est terminée. Okay. Mais on peut poursuivre. OK, c'est bon. Alors, Warren Buffett, lui, il se fout un peu de ce que l'économie fait, puis il essaye d'acheter l'action qui a le plus grand potentiel de rendement à long terme. Okay. Et aussi une chose de plus qu'il faut dire, c'est qu'il veut aussi bien comprendre c'est quoi le modèle d'affaires. S'il ne le comprend pas, il n'investit pas là-dedans. Est-ce que je me trompe? Absolument, c'est un bon point. Puis d'ailleurs, en 2000, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, vous êtes peut-être un peu jeunes, les gars, là, mais on était dans une bulle technologique avec l'arrivée d'Internet, puis lui, il n'était pas investi là-dedans parce qu'il ne comprenait pas le modèle d'affaires de ces compagnies-là. Au final, il a eu raison. Puis si tu lui poses la question, c'est quoi ta plus grande déception en carrière? Et c'est pas d'avoir bien compris le potentiel d'Amazon. Parce que Amazon, il n'était pas vraiment familier avec l'approche puis les visées de M. Bezos, puis il aurait bénéficié grandement là, de la poussée incroyable du cours d'action d'Amazon. Moi, j'ai une question par rapport avec le taux d'intérêt. On entend souvent parler de ça lorsqu'on parle d'investissement. Est-ce que tu peux être un peu plus clair à savoir pourquoi est-ce que ça va jouer, exemple, sur une action, sur le taux d'une action? Absolument. Là, c'est un petit peu compliqué, là, mais quand tu fais une évaluation... Garde ça bien simple. Okay. Quand tu fais une évaluation d'une action, comme par exemple, on prend une action qui est technologique. On sait qu'à court terme, ces actions-là n'offreront pas nécessairement de bénéfices, des profits. Les profits, on va les avoir plus à long terme. Le meilleur exemple, c'est Tesla. Pendant des années, Tesla n'a pas fait d'argent. Mais pourquoi l'action était aussi performante? C'est que les gens anticipaient des gros bénéfices dans 5, 10 ou 15 ans. Là, tu te poses la question, quelle est la valeur de mon action en date d'aujourd'hui, en sachant que l'entreprise ne fait pas de profit à court terme, mais qu'elle fait à long terme? Ouais. Donc, tu dois prendre les bénéfices attendus, mettons, dans 10 ans, et tu dois le ramener en dollars d'aujourd'hui. Ce que tu dois faire, tu dois utiliser un taux d'actualisation, qui est un taux d'intérêt que tu dois appliquer là-dessus pour escompter cette valeur-là, pour l'amener en date d'aujourd'hui. C'est comme te dire, David, 5 piastres dans 2 ans, ça vaut combien cet argent-là aujourd'hui? C'est un mécanisme, un calcul qu'on fait. Puis ce qui arrive, c'est que quand ce taux-là augmente, ça vient diminuer, dans le fond, la valeur de ces bénéfices-là à long terme. Puis c'est pour ça que dans un environnement de hausse de taux d'intérêt, les actions technologiques de forte croissance vont se faire malmener. On a dit quoi intéressant tantôt, Michel? Quand tu as parlé de Warren Buffett dans les années 2000, tu as dit qu'il ne se lançait pas là-dedans parce qu'il n'avait pas nécessairement compris. Puis moi, quand j'ai commencé à investir, il y a quelqu'un qui m'a dit, il dit, l'analyse la plus simple que tu peux faire, c'est de d'abord comprendre le modèle d'affaires. Il dit, si tu es capable de me dire qu'est-ce que cette compagnie-là font, comment ils font de l'argent, ben déjà là, tu passes la première barrière d'investissement. Puis moi, quand on me parle de l'analyse fondamentale, moi, dans mon livre à moi, ça commence par, OK, est-ce que je suis capable d'expliquer c'est quoi le modèle d'affaires? Ou qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu en penses de ça, Michel? Mais je vous pose la question, pourquoi c'est important? Parce que le plus dur à la bourse, c'est de garder le cap. OK? Alors, la journée, par exemple, que McDonald's perd 5 % parce qu'il y a une nouvelle qui a frappé les marchands en général, tu te poses la question, est-ce que McDo, cette journée-là, elle a vendu moins de Big Mac? Tu vas te dire non. Est-ce que le plan de match de McDonald's de sortir, mettons, une offre de déjeuner plus élaborée, d'aller dans le café, peu importe, est-ce que ça change dans ta vision des choses il y a quelques années? Tu te dis non. Donc, dans un contexte où tu connais l'entreprise puis le fonctionnement, puis tu connais le fondamental, dans des périodes de crise, tu dis... Tu gardes le cap. Tu gardes le cap. C'était peut-être juste une souris dans Mec Croquette. Absolument. Ça peut être juste ça, maintenant. Parce que tu comprends le modèle d'affaires, tu es capable de respirer par le nez, tu dis, ça vient pas changer ma vision des choses.
Si tu embarques dans une action, tu ne connais pas le fonctionnement du modèle d'affaires, qu'est-ce qui arrive? Tu vas être paniqué, tu auras le goût de vendre au mauvais moment. Ouais. Alors, premièrement, comprendre le modèle d'affaires pour savoir dans quoi tu investis. Deuxièmement, c'est quoi les perspectives de croissance ou ta vision par rapport à ça? Et surtout, quand le marché recule, de garder le cap en gardant ces investissements-là. Parce que, il faut le dire, nos auditeurs, c'est pas nécessairement les gens les plus... comment je pourrais dire? C'est pas des gens avec un très, très, très grand bagage, malgré que quelques-uns peuvent l'être, mais il faut toujours se mettre à la place de quelqu'un qui débute. Tout à fait. Il y a de l'argent à investir. Il veut peut-être utiliser certaines analyses pour faire des meilleurs choix. Puis, aujourd'hui, le fait qu'on parle d'analyse fondamentale, c'est quoi les étapes, une fois qu'on a compris le modèle d'affaires qu'il faut entreprendre pour en finir avec notre analyse fondamentale puis avoir un diagnostic. Là, c'est une excellente question. Alors, dès que tu as décidé, par exemple, de voir le niveau économique, le secteur, choisir ton action, là, on se pose la question, est-ce qu'elle est chère ou pas? Okay. Parce que, par exemple, tu peux dire Zoom va bénéficier grandement de tout ce qui s'en vient par rapport au télétravail, mais si l'action de Zoom est passée de 100 à 500 c'est plus le même deal que quand il était à 100 On doit se poser la question combien qu'elle vaut, puis est-ce qu'elle est chère ou pas. Et la meilleure façon, c'est ce qu'on appelle le ratio court-bénéfice. Alors, si une entreprise génère un bénéfice par action de 1 et qu'elle se négocie à 20 le ratio court-bénéfice, c'est 20 du 1. On prend le cours de l'action puis on le divise par le bénéfice par action. Habituellement, une entreprise qui a un profil de croissance très élevé ou très à risque va avoir un ratio court-bénéfice très haut. Mais on va dire 25 et plus, mettons. Oui, absolument. Donc, toi, tu vas te poser la question, moi, mon entreprise ABC va me générer tant de bénéfices. Et là, le marché donne un multiple de 30, parce que multiple, c'est le synonyme de ratio court-bénéfice. Alors, tu te poses la question, moi, est-ce que je suis prêt à payer 30 fois le bénéfice de cette compagnie-là? Puis tu te dis, sais-tu quoi, cette entreprise-là va être en feu, puis elle mériterait un multiple de 35 ou 40. Et là, tu décides d'acheter l'action. Ou quelqu'un pourrait dire, sais-tu quoi, c'est un peu cher à 30 fois. Si elle revient à 25, je vais y aller. Alors, c'est vraiment de déterminer c'est quoi, en fond, ta trajectoire de bénéfice à travers le temps, mais surtout, c'est quoi le prix payé par rapport au cours ratio court-bénéfice ou le multiple. Et toi, tu te bases là-dessus là, pour vraiment aider là, les gens qui veulent commencer. Puis ça peut être un indicateur de montagne russe aussi peut-être. Hein? Oui. Parce que tu sais, s'il y a un ratio court-bénéfice qui est à 80 par exemple ou 70, on peut se dire que c'est surévalué comme on dit parce qu'il y a beaucoup d'anticipation par rapport à ce titre-là. Fait que c'est sûr que si on embarque dans un stock à 70 fois les profits, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des grosses fluctuations. Puis je pense que ça se peut-tu que ce soit en lien aussi avec le bêta d'une action? Le bêta, dans le fond, c'est une très bonne question. Là, David, je vois juste des très bonnes questions, moi. Qu'est-ce que le bêta? On va le définir, le bêta. Alors, je parlais tantôt d'une exposition à un indice de référence comme le S&P 500 ou le SPTSX. Oui. Quand, dans le fond, tu investis de façon passive là-dedans, tu as la performance du TSX ou du S&P 500. Alors, tu as un bêta de 1. OK? Si tu investis dans une action, mettons, un ratio court-bénéfice qui est très élevé, mettons XYZ. On va dire Tesla parce que tout le monde connaît ça. Tesla, peut-être que son bêta, c'est de 2, par exemple. Ça veut dire que si le SPTSX, par exemple, ou le S&P 500 indice de référence monte de 10 si tu as un bêta de 2, toutes choses étant égales par ailleurs, tu vas grimper en moyenne de 20 Okay. Sauf que si tu perds 10 tu vas perdre 20 en moyenne. OK. T'es bon, Michel, parce que le bêta de Tesla, je le regarde actuellement, est de 2,06. Donc, tu étais très proche. Merci. Mais c'est ce qui peut faire aussi que des fois, quand on a une hausse de 5 puis on a un bêta de 2, ça monte de 10, mais quand il y a une drop de 5 on perd 10. Nos émotions peuvent se réveiller en nous et dire peser sur le bouton vendre. Fait que c'est ce qui peut déclencher des mauvaises décisions aussi à cause de ces grosses fluctuations-là. Là. Très bon point. C'est comme la montagne russe. C'est quoi le plus excitant dans une montagne russe? Moi, je pense que c'est l'anticipation. Quand tu montes, ça fait... Moi, j'ai une phobie des montagnes russes. C'est vrai? Je te jure, j'ai une vraie phobie de ça. c'est quand c'est la fin. Moi, c'est juste le fait d'être en file pour monter dedans. Oublie ça. Là. OK. Je vais m'adresser à David. Alors, tu montes, ça fait... Tu montes, puis à un moment donné, t'es là. Puis quand ça part, des fois, tu cries, soit d'excitation ou de peur, mais c'est le même principe. À un moment donné, c'est la course à l'évaluation. À un moment donné, ça devient très, 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 très cher. Puis à un moment donné, veux pas, tu as une descente. Puis souvent, c'est soit que l'action est vulnérable à une mauvaise nouvelle ou une déception. Tu peux sortir d'excellents résultats, puis les gens sont simplement déçus parce qu'ils s'attendaient à plus. Et là, ça fait comme ça.
Et là, tu dois être capable de vivre, dans le fond, avec cet enjeu-là émotionnel. Puis, Michel, quand on parlait de... Je reviens à le prix, le price earning per share, le ratio court-bénéfice. Quand on a un ratio court-bénéfice qui est très bas, par exemple 10, 12 ou 13, puis que c'est en bas mettons, de l'indice de référence, de l'ensemble des actions, qu'est-ce que ça nous dit quand c'est en bas de ça? Ça peut être une aubaine ou ça peut être une trappe. D'où l'expression « value trap ». Je vais donner un exemple. Est-ce que vous connaissez ça, BlackBerry? Oh oui. RIM. RIM. Research and Motion, l'ancien Research and Motion. Research and Motion, pendant des années, là, c'était vraiment la star au niveau technologique là, au Canada. Puis je me souviens que l'action était dans le coin de 150 US 2007-2008. Et là, à un moment donné, l'action s'est mise à reculer parce que le iPhone est sorti. Et là, l'action était à 75 puis les gens ils disaient « c'est une aubaine » parce que son ratio court-bénéfice il était de 10. Puis à un moment donné, l'action reculait, puis le ratio court-bénéfice il était de 7. Puis là, les gens ils disaient « ça n'a pas de bon sens, c'est Research and Motion, ça doit être un achat ». Mais ça, c'était un value trap. Parce que même si tu pensais qu'il y avait de la valeur, le marché te disait que l'iPhone allait passer. Mm-hmm. Il sous-estimait la force d'iPhone. Absolument. Le marché boursier il est très intelligent. Pourquoi? Parce que c'est la collectivité de tout ce que le monde pense. Hein? C'est une large patinoire où que tout le monde peut jouer. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est des optimistes qui patinent avec des pessimistes, c'est ça? Absolument. OK, on se bat pour la rondelle. La rondelle, elle bouge. Puis là, c'est un terrain de jeu ouvert à tout le monde. Donc, ce que ça fait, c'est que le prix d'une action reflète à tout moment l'opinion de la collectivité. Est-ce que c'est le bon prix? Je ne le sais pas. Mais pour Research and Motion, le marché a dit à BlackBerry que ça s'en allait nulle part. Et là, si tu avais acheté l'action de BlackBerry juste à cause que le ratio court-bénéfice était bas, tu regrettes un peu ta décision. C'est pour ça qu'il faut faire un ensemble d'analyses pour avoir une perspective qui est meilleure en fin de compte. Tout à fait. Puis tu sais, dis-moi si je me trompe, Michel, mais pour moi, un ratio court-bénéfice qui est bas, c'est parce que la compagnie innove pas beaucoup, puis sont dans des affaires assez conventionnelles. Par exemple, mettons Kraft Heinz, tu sais, qui sont dans le Kraft Dinner puis le ketchup. Bon, ils sont dans bien d'autres affaires, là. Mais tu sais, ça reste que le ketchup a pas énormément évolué, malgré la nouvelle technologie qui fait qu'il coule mieux dans la bouteille de verre. Là. Je sais pas si vous avez vu ça. Ouais. Mais à part ça, c'est pas des compagnies qui évoluent énormément, c'est des compagnies qui font des acquisitions. Mais de ce que j'observe, c'est pas, ils n'ont pas la nouvelle technologie ou la nouvelle affaire à chaque année. Là. Fait que des fois, le ratio court-bénéfice est vraiment bas. Puis des fois, le bêta, je pense, peut être des fois inférieur même à l'indice, peut être sous le 1. Là. Oui, de mémoire, là, si tu regardes une action comme BCE ou TELUS, ce sont des actions qui sont plus défensives. Le bêta, il doit être de 0,6, 0,75. Alors, si on prend l'exemple que le TSX perd 10 %, si tu as un bêta de 0,75, tu vas perdre 7,5 %. Alors, pour venir à ton point juste avant, ce qui arrive, c'est que si tu as un ratio court-bénéfice qui est bas, c'est que ton profil de croissance il est moins au rendez-vous. Par contre, ça peut être une excellente action aussi. Pourquoi? Parce qu'elle peut faire des rachats d'actions, elle peut verser un bon dividende, puis elle peut jouer aussi de gardien de but dans un marché qui baisse. D'où l'importance d'être diversifié. Et ça, c'est le principe là, de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Là. C'est d'avoir différentes actions de différents secteurs pour construire un portefeuille. Alors, tantôt, on parlait de bêta, qui est l'exposition, dans le fond, par rapport au marché boursier. Est-ce que tu vas être plus volatile ou moins volatile? Ouais. Ici, on va parler de corrélation, qui est un autre terme très important en analyse financière. C'est que quand tu construis ton portefeuille, tu ne vas pas nécessairement avoir des actifs qui sont corrélés. Corrélés, ça veut dire quoi? C'est qu'ils vont se promener dans la même direction. Ils vont monter ensemble, puis ils vont se baisser ensemble. Alors, quelqu'un va venir me dire, écoute, moi, là, j'ai 5 actions dans mon portefeuille. Là. Ah ouais? J'ai 3 compagnies d'énergie, puis 2 compagnies industrielles. Ta corrélation va être très élevée parce qu'ils vont se comporter sensiblement de la même façon. Alors, c'est important quand on construit un portefeuille avec l'analyse fondamentale de tenir compte de cet aspect-là pour diversifier. Qu'il y ait de tout, c'est ça. Oui, absolument. Puis quelqu'un qui veut pas se casser le basic, là, puis il dit, garde, moi, là, j'ai un horizon de placement de 15-20 ans, puis je veux juste faire une analyse fondamentale. Je regarde le modèle d'affaires, je regarde le potentiel global, peut-être, et je mets de l'argent là-dedans, puis je laisse ça aller pendant des années. Est-ce que quelqu'un qui fait juste ça peut quand même bien s'en tirer? Oui, absolument. Évidemment, selon la théorie financière moderne, ça te prend 12 à 18 titres. Ce qui arrive, c'est que dans ton portefeuille... 12 à 18 compagnies différentes dans ton portfolio. Oui, absolument.
Quand je parle de titre, c'est la même chose qu'une action. Ça, c'est pour couvrir le risque. Parce que tu as beau avoir fait la meilleure analyse au monde, ça se peut qu'il arrive de quoi, puis ton action, ça s'en va à zéro. Alors, évidemment, dans un contexte où tu as cette approche-là pour dénicher, dans le fond, un paquet de titres, oui, ça, c'est possible. Puis deuxièmement, il faut que tu te poses la question, c'est quoi son avantage comparatif? Qu'est-ce qui va faire qu'à travers le temps, elle va être capable de continuer de dominer? Alors, cette stratégie-là de dire, moi, j'achète cette action-là, puis je le mets dans un tiroir, puis je le regarde plus ou moins, faut que tu te poses la question, c'est quoi l'avantage compétitif de cette compagnie-là pour maintenir, dans le fond, la valeur ajoutée à travers le temps? Et malheureusement, c'est pas toutes les compagnies que tu peux vraiment juste mettre dans le tiroir puis pas donner de l'amour. Là. Il y a aussi, je trouve que la barrière à l'entrée, des fois, ça peut être un bon indicateur. Tu sais, ça prend quoi pour partir une business de quelque chose? Tu sais, si on regarde actuellement, bon, on fait un petit exemple à petite échelle, mais tu sais, des moulins à bois, là. Oui. Tu sais, si demain matin, moi, je veux partir un moulin à bois, tu sais, si j'ai pas 5 millions, les chances que je réussisse puis que je sois compétitif sont pas vraiment là, tu sais. Versus, je me pars une agence de marketing, ben, tu sais, ça prend du monde puis qui ont un peu de savoir, ben, qui ont du savoir, de la connaissance. Puis après ça, je facture, c'est tout. Mais comme dans le marché boursier, il y a des compagnies, par exemple, qui ont filé la planète avec de la fibre optique, comme Google, par exemple. Ben, tu sais, si tu veux te lancer dans ce domaine-là, ben, tu sais, faut que tu files la planète toi aussi en fibre optique. Chance. Fait que, tu sais, ça va te coûter des centaines de millions, voire milliards. Fait que le fait que des fois que tu as cet avantage-là, une barrière à l'entrée qui est très, très, très élevée, fait que des fois, tu peux éloigner des compétiteurs. Très bon point. Puis le meilleur exemple qui vient en tête, c'est les actions pharmaceutiques. Okay. Les Pfizer, les Merck de ce monde sont là depuis plusieurs années parce que ça coûte cher en recherche et développement, avoir des usines de fabrication de médicaments, puis un réseau de distribution bien établi. Intel, Intel, les microprocesseurs, les ordinateurs sont 2 joueurs. Il y a AMD et Intel dans cette industrie-là. Demain matin, là, à la gang, là, on décide là, de construire ou de fabriquer des microprocesseurs. Ouais. Bonne chance, ça va te coûter cher. Très bon point de barrière à l'entrée. Mais dans une économie de savoir, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est plus dans la connaissance, dans la donnée. Cet aspect-là devient de plus en plus important quand on pense à des entreprises comme Amazon qui investissent beaucoup en infrastructure, en logistique. Ça donne un avantage à long terme. Mais est-ce qu'à ce moment-là, lorsque tu es un investisseur, que tu es comme moi, exemple, tu n'as pas beaucoup de connaissances, de cibler des compagnies qui ne sont pas nombreux dans leur domaine, est-ce que c'est une bonne façon de procéder? Parce que tu te dis, si, exemple, tu parlais d'Intel, s'ils ne sont pas beaucoup, ben c'est comme une valeur plus sûre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu pourrais aller avec un fonds négocié en bourse. Alors, on a parlé depuis le début de l'épisode, c'est vraiment des actions, mais un fonds négocié en bourse ou ETF, dans le fond, c'est un panier de titres. Alors, le SPY, tantôt, c'est le panier de titres pour répliquer la performance de S&P 500, mais tu as des fonds négociés en bourse sectoriels ou thématiques. Ah. Toi, mettons, tu es bien excité par rapport aux drones. Tu es bien excité par rapport aux panneaux solaires. Il existe des fonds négociés en bourse qui te permettent de répliquer la performance d'un panier de titres de ce secteur d'activité-là. Toi, David, quand tu lèves le matin, tu te dis, moi, les panneaux solaires, j'y crois, mais je peux pas te dire exactement ça va-tu être lui ou lui qui va vraiment performer. J'y vais avec une exposition sectorielle via un ETF ou un fonds négocié en bourse. Puis ça a l'avantage que ça te coûte moins cher, moins de temps à te consacrer à l'analyse de titres, par exemple. Beaucoup moins de risques. Absolument, parce que c'est diversifié. Puis il y a une autre affaire par rapport à ce que tu disais, David, qui est un bon point, c'est des fois, j'entends ça souvent là, sur des blogs puis tout ça, ils disent « j'ai investi là-dedans parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça ou sont les seuls à faire ça. Oui. » Tu sais, des fois, il y a une raison pourquoi c'est les seuls. C'est parce qu'il n'y a personne d'autre qui veut aller là-dedans ou bien parce qu'il n'y a pas de marché. Par contre, des fois, il y a des gens qui voient, mettons, une opportunité puis que personne n'a vu, ça se peut. Mais ça se peut aussi que tu vois une opportunité, mais que tout le monde a évalué puis on dit non, j'irai pas là-dedans. Fait que des fois, ça peut être une trap. Tu sais, les drones, je trouve que c'est un excellent exemple parce que, tu sais, il y a quelques années, il y avait des compagnies qui émergeaient, tu sais, dans le domaine des drones et tout ça, mais le marché était juste pas rendu là. Tu sais, on était vraiment avant la vague. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont eu un gros hype, il y a beaucoup d'argent qui a été mis là-dedans, ça a gonflé. Mais quand ils se sont vus que le potentiel de revenu était très faible à cause de la régulation des drones, puis Transport Canada, etc., ben ils ont écrasé, tu sais. Fait que là, il y en a seulement quelques-uns qui ont resté, puis qui ont des, on va dire, des business cases qui sont solides avec un potentiel de faire de l'argent. Mais il y a le momentum, t'es-tu trop avant la vague ou t'es directement dedans?
faut avoir une vision qui est vraiment 360. Parce que quand on stick sur quelque chose puis qu'on s'entête à dire « Ah, ça, c'est l'opportunité, il faut dire qu'on n'est pas le seul qui l'a réfléchi avant. Ouais. Il faut regarder autour de nous autres qui a quoi à dire par rapport à ça. Mais c'est un très bon point. Puis par rapport à ça, on a de l'information comme Google. Google, ils font beaucoup d'expériences. Google, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des échecs. Okay? Le projet de Google Lunettes, ça n'a pas marché. Ils sont arrivés avec des projets de Google X, puis ils ont décidé là, d'abandonner ça. Quand tu arrives avec un état d'esprit que tu veux continuellement innover, il va y avoir des moments où ça va fonctionner, puis des moments non. Puis quand tu pognes une vache à lait, c'est là que ça devient intéressant. Puis pour terminer le point, quand tu dis pour analyser, mettons, pour quelqu'un à la maison, si demain matin, tu dis, moi, je vais analyser l'action d'Apple. Casse-toi pas la tête, il y a déjà une quarantaine d'analystes financiers qui ont déjà fait le travail d'analyser l'action d'Apple. Par contre, tu pourrais analyser une entreprise québécoise qui est cotée à la bourse de 75 sous et qui a plus ou moins de gens qui donnent l'attention par rapport à ça. Et là, toi, tu épluches les états financiers, tu places des appels. Un penny stock, comme on appelle. Un penny stock, c'est-à-dire des stocks qui sont un peu plus spéculatifs, souvent sous la barre du 1 $. Et là, tu vas faire une analyse là, vraiment là, concentrée par rapport à ça. Là, tu peux vraiment dénicher des petites perles, mais ça vient vraiment avec un risque élevé. C'est pour ça qu'on dit que l'analyse financière, c'est souvent très utile pour des petites capitalisations, pour des titres qu'on appelle plus obscurs. Mais même matin, quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai passé ma journée à analyser Microsoft », ouais. T'as pas vraiment de valeur ajoutée. Là. Pas vraiment, non. Mais tu sais, par rapport au penny stock, là, vu qu'on a parlé de ça un petit peu, ouais. Moi, je connais quelqu'un que, lui, il a regardé toutes les penny stocks, ben pas toutes, là, mais on va dire une bonne partie, puis il en a analysé beaucoup sur les états financiers, puis il regardait le comité de gestion, c'était qui gérait ça. Okay. Puis quand des fois, c'était des gros noms, puis que, bon, les états financiers faisaient du sens, ben il misait de l'argent là-dessus, puis il a fait des très, 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 très gros coups, puis il a fait plusieurs centaines de milliers, voire des millions, parce qu'il a pris le temps de bien analyser chacune des petites compagnies que c'est vrai que peu de gens, des fois, regardent, parce que ça paraît pas attrayant. Par contre, dans ces compagnies-là, il y a des belles inventions, il y a des belles affaires qui émergent, puis que quand tu es dans un domaine où il y a beaucoup d'acquisitions, ben, tu as, mettons, des fois des gens comme Coke qui peuvent dire « Ah, ben regarde, je vais t'acheter, je t'achète. Écoute, si leur ratio cours-bénéfice sont à 30, ben il va dire « Regarde, je t'achète à 25 fois tes profits, puis je fais déjà une bonne affaire. » Fait que quand ils ont le potentiel de se faire acheter, c'est là que des fois, il y a des gros coups à faire. Parce que si, mettons, le ratio cours-bénéfice à la base est à 10, 12, 15, mais ils se font racheter à 25, bien, c'est là que tu as un gros gap, puis que le stock, il monte en flèche, puis que tu fais une bonne affaire. Je me trompe-tu, Michel? C'est très bon. Puis tu peux avoir une approche où tu construis ton portefeuille d'analyse fondamentale, une grande logique qui est très diversifiée pour, mettons, 80 ou 85 % de ton portefeuille. Puis là, pour la balance de ton portefeuille, tu essaies de la sortir du parc. Tu vas dans des thématiques très novatrices, mais tu mets des petits paris à travers un nombre de titres et tu te croises les doigts qu'il y en a un là-dedans qui va vraiment lever. Puis si ce titre-là explose, tu vas faire beaucoup d'argent. Puis c'est un peu là, l'approche qu'on appelle le venture capitaliste, dans le sens que des gens vont investir dans des entreprises avant qu'ils rentrent en bourse. Hein, je pense que de mémoire, il n'y avait pas Bono qui avait investi dans Facebook avant qu'il rentre en bourse. Ah ouais. Alors, tu investis dans un panier de titres qui ne sont pas encore cotés en bourse parce que tu as espoir qu'un jour ça va venir en bourse. Et là, tu vas peut-être avoir un titre sur 10 qui va payer, mais il va payer parce que tu le sais, à peu près. Tu le sais jamais. Fait que, absolument. Peut-être en terminant, 2 styles de gestion. Là, je sais que tu voulais parler de la valeur, la croissance. Absolument, mais j'en ai parlé un petit peu tantôt en parlant du ratio cours-bénéfice, parce qu'un ratio cours-bénéfice qui est élevé, mettons à partir de 25-30, c'est plus des actions de style croissance. On parle de technologie, biotechnologie. Quand on pense au style valeur, le ratio cours-bénéfice, il est plus bas. On va parler, mettons, entre 10 et 20. Et le style valeur, c'est plus des entreprises de secteurs plus traditionnels, comme des institutions financières et énergie. Alors, c'est un combat entre 2 styles de gestion, croissance ou valeur. Pour toute personne qui veulent investir dans des fonds communs de placement, plus de fondamental, c'est-à-dire qu'il y a des gestionnaires de portefeuille qui gèrent ces fonds-là, posez-vous la question. C'est quoi le style derrière la gestion? C'est plus croissance, growth ou valeur, value? Puis ça va vous donner une bonne idée de quoi s'attendre comme style de gestion. Parfait. Ben Michel Villa, merci encore une fois. Merci à vous, les gars. Très, très clair, comme à ton habitude. Ça, c'était l'analyse fondamentale. Ça fait partie du trio de feu. Et dans le prochain épisode, on va voir l'analyse technique. Donc, soyez là, soyez au rendez-vous. Ciao!